Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis à Paris pour venir rencontrer Yoram, qui est très connu dans son milieu, un petit peu moins du grand public. Malgré tout, son interview va être très intéressante puisque c'est un HPI++, et c'est ça qui va nous intéresser. Bonjour Yoram. Bonjour. Alors Yoram, on est là pour que tu me parles de quelque chose qui t'est propre et qui est un peu clairement ton atypisme. Mais avant d'attaquer un peu ce sujet, j'aimerais d'abord que tu nous racontes ce que tu fais, parce que tout le monde ne te connaît pas parmi les gens qui m'écoutent. J'ai créé il y a 5 ans le PBS parce que j'étais au fond du trou d'un point de vue business. Et ça faisait 9 ans que je galérais, enfin je galérais, j'étais très content de le faire, mais ça faisait 9 ans que j'investissais corps et âme dans un sujet et qui à cause du confinement n'a pas pu voir le jour finalement. Il a fallu que je me réinvente et je cherchais juste à retourner à mes premiers amours, à retourner dans le conseil, ce que je faisais dans les années 2000, plutôt bien, c'était assez fun parce que j'avais une spécificité dans le conseil. C'était un petit cabinet de conseil en strat monté par des mecs du BCG, donc plutôt high level comme niveau de réflexion. Et mon seul client a été Orange pendant plusieurs années. Et ma spécificité, c'était le mec a trouvé des trucs tout cons qui étaient devant les yeux de tout le monde auxquels personne n'a pensé. Et ça, c'était vraiment ma spécificité. Et quand je cherche à revenir dans le milieu du conseil, alors que je l'avais quitté depuis 14 ans, parce que j'avais créé un jeu d'abord avant Buzzcard, j'avais créé un jeu, une combinaison entre Tetris et le Scrabble, qui là encore était un échec cuisant, alors que tout le monde pensait que j'étais millionnaire, parce que beaucoup de gens y jouaient, mais c'était que du piratage. Eh bien, je suis revenu à mes premières amours, parce que un sujet m'avait passionné quand je faisais du conseil pour Orange. Je voulais prouver, enfin, la mission c'était prouver que le téléphone, à l'époque où il y avait les antennes qui faisaient peur et les téléphones qui n'avaient pas une très bonne presse, mais c'était le boom de Itinéris qui devient Orange, il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de consultants chez les trois opérateurs, et tout le monde réfléchissait à ce qu'on pouvait imaginer sur le WAP, qui est l'ancêtre d'Internet sur mobile. Et moi, je voulais pas faire comme les autres parce que je suis plutôt un sale gosse. Et, euh, et j'ai appris dans ce petit cabinet que quand on avait vraiment envie de réfléchir sur un sujet, bah, on donnait envie aux clients ou aux prospects de te confier la mission qui t'intéressait le plus. Donc je voulais pas faire comme les autres et bosser sur le WAP. J'ai pensé qu'il y avait des choses à imaginer sur le SMS. Moi, je suis un passionné de mots depuis que je suis tout petit. Je peux pas partir 3 jours en vacances sans mots fléchés. C'est un dada. J'ai besoin de cogiter. J'ai besoin que mes neurones s'amusent. Je me fais très vite chier si j'emploie beaucoup de gros mots dans ce que je fais maintenant. Je Ouais, crois que tu le sais. ouais, j'ai Et, remarqué. et je pense que c'est très libérateur. Ouais. Donc, j'essaie de revenir dans le conseil. Et pour revenir dans le conseil, je cherche à prouver sur Facebook, qui était le seul réseau social que j'utilisais, parce que Buzzcard était un peu un concurrent de LinkedIn, donc je me voyais mal dire bonjour LinkedIn, je suis ruiné, j'ai besoin de repartir dans le conseil, est-ce que vous avez une piste? Il fallait que je feuilletonne un sujet, quel qu'il soit, pour prouver de nouveau à les 2 ou 3 000 personnes, donc peut-être la moitié euh, de contacts sur Facebook que j'avais rencontrés dans mon univers professionnel, se disent ah, le mec n'était pas trop con, c'est vrai, il y a quelques années, pourquoi pas lui confier une mission d'analyse stratégique ou d'innovation, un truc disruptif. C'était un peu ma marque de fabrique, disruptif. Rien faire comme les autres. Et, euh, alors je suis vraiment au fond du trou, mais vraiment, parce que j'ai tout mis dans Buzzcard, absolument tout. J'avais pas genre une voiture à vendre ou un appart. J'étais vraiment sur le point de demander à mes parents de l'aide, ce qui est ridicule quand ils ont passé leur vie à tout faire pour que leurs enfants fassent de grandes études et en considérant qu'ils avaient fait leur job. Donc j'étais très mal en point dans ma tête. Et, euh, et mon partenaire de padel, qui est un sport, qui est un petit tennis qui joue à deux entre des murs, mon partenaire de padel m'appelle alors qu'il est déjà confiné chez sa maman à Oman depuis, euh, depuis 10 jours. Il m'appelle et me dit Yo, j'ai perdu 4 kilos en 10 jours. Euh, j'ai, euh, je cours 2 fois 1 heure par jour. Je mange que de la viande, du poisson, viande des poissons, viande des poissons, viande des poissons. Il dit déjà que je suis meilleur que toi.
Si je rentre à Paris avec 10 kilos de moins, clairement, on ne pourra plus jouer ensemble. Et donc là, il touche un petit peu l'ego du Marocain que je suis. Et, euh, et je me dis, ah ouais, écoute, moi aussi, alors je n'avais pas pris beaucoup de poids, mais tout de même, je me serais bien délaissé de 4-5 kilos. Dis moi aussi, je m'engage à perdre 4-5 kilos en un mois. Et en raccrochant, ça fait tilt, et je me rappelle d'une mission que j'avais commencé chez Orange. J'avais inventé le M-Coaching, programme de SMS. Pour moi, les mots changent absolument tout. Comment, avec de simples SMS, on pouvait changer la vie de quelqu'un sur 2-3 mois. Les SMS pouvant arriver à n'importe quel moment, et les gens ne savent pas à quel moment ils arrivent. Et on m'avait retoqué chez Orange en me disant non, maintenant, on doit prouver que le téléphone, ça peut rendre service, mais pour perdre du poids, ce sera très compliqué de le mesurer scientifiquement, que grâce à des messages, les gens ils perdent 1,5 kg de plus que sans ces messages en faisant exactement la même chose. Et donc j'avais inventé le M-Coaching, programme de SMS pour aller mieux sur un sujet, sur l'arrêt du tabac. Et sur l'arrêt du tabac, c'est binaire. Soit tu arrêtes de fumer, soit tu n'arrêtes pas de fumer. Et on a monté un partenariat entre l'assurance maladie, une CPM en Saône-et-Loire, et Orange, et on a monté ça. Et c'est ça qui a donné vie, 20 ans après, au PBS. Qu'est-ce que ça veut dire, le PBS? C'était vraiment une blague, ça s'appelle le putain de bon sens, c'est dire à quel point j'y croyais. Je voulais juste prouver que j'étais pas con, je voulais décrypter quelque chose, et 20 ans auparavant, j'avais quand même réfléchi, on m'a payé un mois à réfléchir sur le sujet, et je me suis rapidement rendu compte que si les gens arrivaient à mincir sur le long terme, ça se saurait. Donc ce qu'on leur dit, visiblement, n'est pas assez efficace, parce que je suis accompagné par quelqu'un, je mincis, et après je suis plus accompagné, je grossis. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as testé? J'ai cherché à décrypter l'appareil digestif. J'ai eu l'intuition que ça se passait au niveau des digestions, pas au niveau de l'alimentation et des bienfaits nutritifs de telle ou telle molécule. Je me suis focalisé sur, je sais même pas comment c'est venu. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai raccroché avec Momo, je me suis dit, oh, c'est ça mon sujet. C'est ça mon sujet. Je vais décortiquer le truc et je vais faire ce que j'avais fait avant. Montrer ce qui était évident et que personne ne voyait. Ok. Donc aujourd'hui, tu as monté le putain de bon sens, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, je te remercie parce que moi, je me suis délestée de mon poids aussi grâce à toi. Le poids de ton poids. Le poids de mon poids, absolument. Et donc, Yoram, très très vite, je me suis aperçue, puisque tu connais ma spécialité, puisque j'ai l'habitude de suivre des adultes. On a mis quoi, 5 minutes Oui, 5, oui, je t'ai capté assez vite. Et donc, j'ai découvert, et donc, tu as confirmé que c'était le cas, que toi aussi, tu avais un haut potentiel intellectuel. Et j'ai envie de te dire comment je t'ai décrypté. Je t'ai décrypté parce qu'en fait, tu pars dans tous les sens. C'est quand même assez hallucinant de voir toutes les pensées qui t'arrivent dans ta tête, tout ce qui vient, tout ce qui repart, et que finalement, tu arrives à mener ta barque. Donc, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est comment d'abord tu as découvert que tu étais HPI. Ah, c'est super. Alors, je ne savais même pas ce que c'était que cet univers. Je me suis jamais posé la question. Je ne souffrais pas jeune d'être ostracisé. Mes parents m'ont fait sauter une classe dans la grande section. Donc, je suis passé de la prématernelle au Maroc avec que 2 maternelles. Je suis arrivé au CP avec un an d'avance. Et je pense que j'ai menti sur mon âge jusqu'à mes 13 ans. J'avais tellement peur que ça se sache. J'avais tellement peur qu'on me dise parce que j'étais plutôt bon en cours et j'adorais. J'ai toujours trouvé que les profs, c'était une mine de connaissances que tout le monde sous-estimait. Et il y avait moyen de poser des questions. J'étais pas trop saoulant non plus pour pas pour pas que ça se voit trop. Et je traînais avec les redoublants. Il n'y avait pas beaucoup de redoublants en primaire, mais dès la 6e, 5e, je traînais avec les redoublants pour justement que ça ne se voit pas. Donc il y avait le côté, il y a toujours le côté, je me sens pas compris. Mais je savais même pas que ça existait, moi, les surdoués, les trucs. Ce sujet m'avait jamais effleuré l'esprit. Et quand, à un moment donné, sur Boscard,
forcément, ça faisait tellement longtemps que je bossais dessus que beaucoup de personnes me disaient mais le potentiel est fou. L'idée, c'était de réinventer la carte de visite en la rendant réactualisable et en la faisant. Euh, tu sais, une carte de visite, je te donne ma carte de visite. Si je change de métier et que tu trouves, je suis pas joignable au numéro, bon bah peut-être que tu vas trouver mes nouvelles coordonnées sur LinkedIn ou autre, mais ce qui serait pas mal si c'est dans le cadre de mon business, c'est que en un clic ou en un scan, tu tombes sur les coordonnées de la personne qui me succède à mon poste. Et donc là, ça devient hyper intéressant. Et on avait décliné avec mon frère le code pour sauver des vies qui a donné lieu au pass Covid après. Personne croyait au QR code. Quand on a lancé ça, ils disaient non, mais c'est mort-né, ça existait au Japon, mais ça marchera jamais. Et là, quand on voit que tout le monde les utilise, ça nous fait marrer. Mais avoir raison avant l'heure, c'est avoir tort. Et, c'est le côté visionnaire du HPI. Et visionnaire incompris. Tu sais, c'est très très difficile d'être animé par quelque chose et de réaliser que les gens comprennent rien et voient pas. Et limite, ça te rend fou. Parce que quand tu dis, mais c'est évident que c'est comme ça que ça va se passer, et tout, un peu du tout. Tu sais comment ça s'appelle ça? Non. C'est le syndrome de Cassandre. Ah. Le syndrome de Cassandre, c'est Cassandre qui prévient qu'il va y avoir, une catastrophe et personne ne la croit. Et puis ça arrive. Il a dit voilà, je vous l'avais dit. Donc c'est le syndrome de Cassandre. Et donc le syndrome de Cassandre, il est. Tu sais, je vous l'avais dit, il est très violent parce que tu t'en veux de ne pas avoir trouvé les mots pour convaincre en fait. Et moi, je suis très 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 dans le rationnel. C'est-à-dire que je pense que si je te convainc pas, c'est que c'est pas convaincant. C'est pas moi qui suis mauvais, c'est que l'argument n'est pas bon. Donc. Est-ce que ça t'arrive souvent de ne pas être compris? Alors je parle pas au sein de tes groupes au sein du PBS, toutes les 3 minutes. Oui, me sentir incompris. Mais c'est le cas dans ta vie perso beaucoup. Je parle même pas que de la vie pro. La vie pro, tu fais avec, t'as l'habitude. Mais la vie perso, t'es pas du tout dans l'arbitrage, dans le qu'est-ce que je devrais dire ou ne pas dire. Donc ouais, se sentir incompris. Après moi, j'en fais, je plaisante là-dessus. Je dis mais tout petit déjà, on comprenait rien à ce que je disais. Donc. Alors du coup, revenons à nos moutons. Comment j'ai su? Comment t'as su? Donc sur Buzzcard, qui avait un gros potentiel. Et on était carrément, tu sais, il y a un numéro de challenge tous les ans qui sort, les 100 startups pour investir. On était la première des 100 en 2013. Et moi, on m'avait, je sais même pas pourquoi, j'étais un peu l'escroc de la bande. On m'avait convié sur la couverture il y a un sujet dans le magazine Capital. Je crois que le rédac chef adjoint du groupe de Prisma, de management, était en lien avec Capital. Il dit non, mais prenez-le lui. Gros potentiel. Et c'était les 10 futurs Xavier Niel. Tu vois, c'était des boîtes dans la tech. Et on devait être 2 à ne pas avoir gagné encore d'argent, ou peut-être 50 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires, quand les autres avaient tous été financés par Niel, Grandjean, Co, et qui faisaient déjà 2-3 millions de chiffre d'affaires. Donc c'était marrant de voir à quel point ça sentait le gros potentiel. Et finalement, j'en ai rien fait. Et c'était assez insupportable. Mais à un moment donné, parce que j'ai fait une petite levée de fonds éclair, ce qui était fou en crowdfunding à l'époque. Et j'ai évidemment surestimé ma capacité avec 300 000 euros de faire une merveille. Donc ça, c'est une grande erreur, c'est de me voir petit. Et à un moment donné, on me dit, toi, il y a quelqu'un qui va t'adorer et tu peux lever de l'argent juste auprès de lui parce qu'il gère un petit fonds, un family office de 50 ou 100 millions. Il est capable de mettre un ticket de 2 millions dans une boîte sans problème. Et donc, je m'interroge, c'est qui cette personne? Et je réalise qu'il est l'ancien porte-parole de Mensa. Et donc, je découvre Mensa. Et ma copine de l'époque me dit, t'auras qu'à lui dire que t'es HP. Je lui dis que je sois de quoi? Bah, toi aussi, t'es Mensa. Enfin, si tu veux, tu rentres chez Mensa. Je lui dis, de quoi tu parles? Ah, Mensa, le truc là, il était porte-parole. C'est un truc d'HP. Elle me dit, va faire le test, comme ça. C'est quoi, c'est des calculs mentaux. Elle me dit, non, c'est un vrai truc avec un psy spécialisé. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie avec la restitution, peut-être 2 heures et demie. Et t'en auras le cœur net et tu sauras quel est ton QI.
Je dis, mais je m'en fous mon cul. Je dis, mais sois malin. Si tu le vois en lui disant que tu as ça de QI et qu'il se rappelle que lui aussi il est HP, tu dis, ok. C'est pas bête. Donc tu vois, c'est un intérêt business. Ok. Et donc, je vais sur le site de Mensa, je vois plein de phrases, donc c'est MENSA. Je vois plein de phrases qui font tilt sur le syndrome de l'imposture, sur énormément de choses, sur le fait que tout va hyper vite et je trouve que tout est trop lent et je peux frapper les gens tellement je les trouve lents et pas rationnels. Et dans ma propre famille, dès que quelqu'un fait une faute d'orthographe, une faute de syntaxe, je deviens ouf. Et je vois, je dis, mais c'est moi, tous ces gens-là, c'est fou. Je pensais que j'étais tout seul. Et ça, c'est un vrai sujet. Se sentir seul, tu te dis, bon, voilà, c'est bon, je suis pas comme eux. Et en fait, on est des millions. Donc c'est pas qu'on est plus intelligent. Enfin, je crois. Moi, alors, vraiment, je dissocie totalement ça de ce qu'on appelle l'intelligence. Mais t'as raison. Ou ce que ça sous-entend quelque part en disant, oulala, lui, laisse tomber, il est trop con. Non, je pense que quand tu vois les tests qui sont faits, là, moi, à mon époque, c'était Vice 4. Le test, c'est toujours Vice 4. Ouais. Et tu vois bien, alors moi, j'étais comme un fou, et moi, j'adore ça. Mais je pensais, mais vraiment, j'étais un gosse. Tu me demandes des trucs de logique, de trouver le nombre qui suit, mais j'étais fou. Et je cherchais le plus vite possible, pensant que alors qu'il y a, je sais pas, 4 ou 5 épreuves sur les 10, où on s'en fout du temps. Et le psy me disait, mais prenez votre temps, pourquoi vous n'avez pas pris votre temps? Je dis, ah, je pouvais? Ah oui, vous auriez encore un meilleur score. Et je dis, mais donc la restitution se faisait le lendemain. Et donc, tu peux nous dire ouais, c'est même pas HP, c'est THP, c'est le truc qui est pas loin de l'autisme. Donc c'est 145. Voilà. Et il me faisait rire en disant, je pense que vous faites plus, en fait, c'est juste que vous étiez hyper pressé sur des choses. Donc ça me faisait marrer. Je dis, mais vous m'avez dit qu'à 150 c'était autiste. Il dit, oui, je confirme. Donc non, c'est bien. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir finalement comment ça t'aide et comment aussi potentiellement, mais tu l'as déjà un peu expliqué, c'est perturbant. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout, est-ce que moi je dis souvent que c'est un super pouvoir, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je sais pas si c'est un super pouvoir, ça voudrait dire que les autres l'ont pas. Bah, les autres, ils ont d'autres super pouvoirs. Écoute, je pense que il y a 4 intelligences qui sont mesurées. Et ce qui avait le plus marqué l'esprit du psy, qui avait déjà lu plein de THP, c'était que c'était hyper équilibré. Il m'a demandé si j'étais artiste. Parce qu'il me disait c'est hyper rare de voir quelqu'un qui n'est pas normal sur une des 4, qui soit vraiment au-dessus sur les 4 et de façon aussi homogène. Il me dit j'avais jamais vu ça, ça fait 10 ans qu'il faisait passer des tests. Et il était sûr que j'étais artiste. T'es un peu artiste. Hein. Et je pense que ouais, on a probablement ce truc en plus sur la créativité. Je pense qu'on pense à tellement de choses en même temps sur une journée. Je sais pas. Je suis allé à deux étés à Tignes avec Mensa pour voir un petit peu. Je me reconnaissais pas beaucoup. Il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de personnes qui ont été vraiment mises de côté pendant toute l'adolescence, des personnes qui étaient très mauvaises à l'école, d'autres qui étaient très bonnes. Et je me retrouvais pas, mais effectivement, il y avait des choses sur lesquelles cette espèce de soif de comprendre ou de voir quelque chose que tu n'entends pas d'habitude, le côté disruptif. Je ne saurais pas te dire si c'est ma personnalité ou si c'est le fait qu'on ait ça en commun avec les autres HP. En fait, tu as le fait que tu sois très homogène, hein, c'est un côté, ce qu'on appelle un laminaire. Laminaire, c'est-à-dire que c'est typiquement des gens comme toi. Tu vois, si tu n'avais pas été obligé de rencontrer ce type-là, peut-être que tu l'aurais jamais su. Oui, alors, je me suis jamais trouvé con. Hein. Non, mais de là à me dire que ça se mesure, etc., je me suis toujours foutu de la gueule de ceux qui parlaient d'un QI, un gros QI. Après, je te dis, hein, mon rapport à l'intelligence, j'ai vraiment été, et c'est quelque chose que je recommande évidemment à n'importe qui, HP ou pas HP, la première expérience ou la deuxième, enfin très tôt dans sa vie professionnelle, il ne faut pas chercher le métier qui nous plaît le plus,
mais la personne avec qui on va bosser, qu'on pourrait vraiment admirer. Mm. J'ai eu la chance de bosser pour 3 personnes, dont 2 sur les 3 m'impressionnaient d'intelligence et de clairvoyance. Je sais pas, j'ai adoré bosser. Et franchement, dans le conseil, quand tu sors d'école, tu bosses beaucoup, quoi. C'était dur. Et c'était un niveau d'exigence fou sur les slides. Je faisais des slides. J'étais capable de passer, je sais pas moi, 6 heures sur 3 formulations. Et je revoyais ma copie à chaque fois. Alors, ce niveau d'exigence, je sais pas du tout si je l'ai depuis longtemps. Je crois, d'après mes parents, je crois que je suis hyper exigeant avec les autres, mais avec moi aussi depuis très longtemps. Puis tu as un côté qui est aussi, qu'on retrouve beaucoup chez les HPI, c'est le côté perfectionniste, de vouloir Mais tu vois, ça pourrit la vie. faire les choses. Ça pourrit la vie. Ça Bah, pourrit la vie. Tu te oui. dis, tu vois, c'est simple, sur une photo, tu vois tout de suite ce qui va pas. Oui, mais pas que sur une photo. Mais c'est un exemple. Et t'aimerais bien ne pas avoir ces pensées-là. Maintenant, il faut faire avec. Mais c'est vrai que lire des témoignages d'autres personnes, même si on n'a pas exactement la même vie, tu vois, parce que socialement, même si je pense être timide, ce qui est une blague quand je le dis, parce que je fais des confs. Ouais, c'est une grosse blague. Bah, tu vois, j'étais à un événement et je me rends compte que j'ai parlé à quasiment personne d'autre que les 2-3 personnes que je connaissais. Enfin, une que j'ai découverte et 2 que je n'avais pas vues depuis longtemps. Et pas les autres. Et je pense vraiment que n'importe qui du PBS, je dirais, mais c'est pas possible. Yoram, il aurait parlé à tout le monde. Alors sur le dance floor, j'embarque tout le monde, je mets tout le monde sur les chaises et sur la nappe. Mais je pense que je suis timide. Et je crois que personne va me croire. Non, voilà, je crois que pas grand monde. En tout cas, ceux qui te connaissent vont avoir du mal à te croire. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi que c'est parce que tu vois beaucoup de monde tout le temps et que peut-être que je me fie tellement à mon intuition que si il y a un truc que j'ai lu, je lis très très peu, je lis quasiment jamais, tellement je suis pas capable de me concentrer et que tout me saoule très vite. La force de l'intuition, Malcolm Gladwell. C'est un recueil de plein de trucs sur l'intuition. C'est des petites études de cas. En fait. Et en fait, je pense que la véritable intelligence, c'est d'écouter son intuition. Ou la véritable sagesse, dirons-nous. Parce que si on revient sur je passe du coq à l'âne. Si on revient sur l'intelligence dont je parlais tout à l'heure en disant c'est très bizarre de dire qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Tu vois, quand tu regardes ces tests, tu te dis, ok, mais si je réponds 1 seconde et demie ou 2 secondes et demie plus vite que quelqu'un qui a un QI de 100, en tout cas sur les épreuves, sur les exercices qui sont chronométrés. Dans la vraie vie, quand tu proposes une réflexion stratégique à une boîte, j'ai pas l'impression d'être un meilleur consultant parce que je vais 1 seconde et demie plus vite que lui sur un sujet, tu vois. Donc, l'intelligence se mesure pas à ça. En cas de danger de mort, effectivement, je pense que quelqu'un chez qui ça va très très vite entre les synapses aura plus de chances d'être sauvé que quelqu'un qui a 40 points de QI de moins. Mais à part le cas du danger de mort, dans les faits, t'as pas besoin de ces 2 secondes. Parce que les tests de QI, ils sont vachement simples. Hein. Enfin, pas si simple que ça, mais plutôt simple. Alors là, je t'arrête tout de suite. Plus ton QI est élevé, plus le test te paraît simple. Oui. Okay. Donc, maintenant, tu fais faire ce test à quelqu'un qui a un déficient mental, il ne va pas trouver ça facile du tout. Oui, certes. Tu vois. Donc, forcément, avec 145 de QI, tu l'as trouvé très facile. Ça, j'ai pas de mal à le croire, tu vois. C'est logique. C'est logique. Donc, puisque tu n'as pas vraiment répondu à ma question, et ce sera ma dernière question, je voudrais savoir, finalement, est-ce que ça t'aide dans ta vie pro et dans ta vie perso? Et si oui, de quelle manière? Dans la vie perso, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans les rapports humains. Avec tes enfants, avec tes parents, avec ta famille, avec ta compagne. Je pense que c'est très difficile pour un HP de vivre avec quelqu'un qui ne l'est pas. Ça, c'est sûr. Donc dans la vie perso, je ne pense absolument pas que ce soit un super pouvoir. Je pense que ça peut même foutre la merde. Dans la vie pro,
je pense qu'on a besoin que ça foisonne. Est-ce que c'est un super pouvoir? Ouais, je pense que pour les Américains disent think outside the box, pour penser en dehors du cadre. Euh, je, ouais, je pense que quand tu réfléchis différemment, bizarrement, quand tu as 5000 idées à la minute, ça va faire du bien. Après, je pense que si on a beaucoup, ça peut être un. Je sais pas, j'ai pas été confronté à ça. Mais En même temps, est-ce que tu te rends compte que dans le PBS, tu suis, je sais pas sur combien de groupes tu es, mais ça doit être juste monstrueux. bon, C'est. en tout cas sociologiquement, c'est incroyable ce que je vis depuis 5 ans parce que j'ai vu 4200 ou 4300 personnes passer. Et effectivement, tu vois les gens qui te captent en 5 minutes. En 5 minutes, sur une vanne, sur un mot d'esprit, à l'écrit. En 5 minutes, tu sais qui te capte pas. Après, je pense pas que ce soit réservé à une élite et je pense pas que ça change quoi que ce soit. Mais c'est l'espèce de connexion de cerveau, pas en mode on a un truc toi et moi, en mode je t'ai capté. On se comprend. Ouais. C'est clair. Et ben, ce sera le mot de la fin. Hein. Je te remercie, Yoram. Mais je t'en prie. Merci de m'avoir fait parler.